C'est avec passion et dans le but de vous faire découvrir de nouveaux profils, ces personnages ayant une partition à jouer dans l'immense œuvre de développement de notre cher et beau pays, la République du Congo. Madame, Messieurs, bonsoir. Tout le plaisir est pour moi de vous retrouver, de vous savoir assis devant vos postes téléviseurs à suivre votre rendez-vous dominical portrait qui reçoit Monsieur Roch Bredem Bissala Nkunku. Bonsoir Monsieur Bissala Nkunku et bienvenue sur le plateau d'émission Portrait. Bonsoir Madame Anaïs et merci pour votre invitation. Je suis très heureux et je suis prêt à participer à cette émission avec effectivité. Monsieur Bissala Nkunku sur le plateau d'émission Portrait, qui est-il et que fait-il dans sa vie de tous les jours? Pour le savoir, je vous invite à suivre son portrait sommairement dressé par notre chroniqueur Ange Clotaire et c'est tout de suite. Biologiste médical, praticien hospitalo-universitaire, virologue et biologiste moléculaire, c'est le profil de Roch Bredem Bissala Nkunku, détenteur d'un doctorat obtenu à la faculté de médecine et des sciences pharmaceutiques de l'université de Douala au Cameroun. Diplôme précédé d'un master en oncovirologie à la faculté des sciences de la santé de l'université Marien Ngouabi à Brazzaville en République du Congo. Roch Bredem Bissala Nkunku est aussi détenteur du diplôme universitaire de virologie médicale à la faculté de médecine de l'université de Lille en France. Avec ce bagage et bien d'autres formations suivies, ce jeune cadre, né le 5 novembre 1984 à Pointe-Noire, sert la République avec efficacité et détermination. Depuis février 2025, il est chef de service laboratoire d'analyse médicale à l'hôpital général de Djiri. De janvier 2025 à nos jours, enseignant-chercheur de virologie à la faculté des sciences de la santé de l'université Marien Ngouabi. De 2010 à nos jours, chef de service adjoint du laboratoire à la clinique municipale Albert Léono. Outre ces quelques traits de son parcours professionnel, Roch Bredem Bissala Nkunku a un riche parcours extra-professionnel. Notamment de 2022 à maintenant, conseiller technique chargé de l'assistance sanitaire et du suivi médical à la primature. De 2014 à nos jours, secrétaire à la jeunesse travailleuse du Conseil national de la jeunesse. De retour sur ce plateau, Monsieur Bissala Nkunku, vous venez là de suivre votre portrait laconiquement dressé par notre chroniqueur. Avez-vous un commentaire? Ce que le reportage a énuméré comme portrait épouse ce que je suis. C'est toujours difficile de parler de soi-même. C'est mieux de laisser aux autres de vous découvrir et je pense que le portrait était sur la même longueur d'onde que mes aspirations. Vous êtes biologiste moléculaire et biologiste médical. Quelle est la différence entre les deux spécialités et la place de chacune d'elles dans le système sanitaire? Comme vous savez, la santé a plusieurs branches. Et entre autres, vous avez donc la biologie moléculaire et de l'autre côté, vous avez la biologie médicale. S'il faut donner une définition superficielle, on peut dire que la biologie moléculaire, c'est une science fondamentale qui s'occupe des mécanismes qui régissent le fonctionnement des êtres vivants. Elle est basée sur l'étude de l'ADN
des ARN, donc les acides ribonucléiques et des cellules. Par contre, la biologie médicale est une science appliquée, une spécialité de médecine qui est basée spécifiquement sur la prévention et le diagnostic des affections qui vont concourir à la guérison du patient. Dans les champs d'action, la biologie moléculaire s'occupe plus de la recherche, dans un laboratoire de recherche, pour aller chercher des interactions entre l'ADN et les pathologies. Et la biologie médicale s'occupe donc, comme j'ai dit avant, du diagnostic et de la prévention pour poser un diagnostic clinique qui va aider le clinicien, donc le médecin qu'on appelle vulgairement le médecin, pour poser un traitement afin que le patient à l'hôpital qui vient en consultation retrouve sa santé. Voilà donc la nuance de ces deux sciences qui sont liées par la biologie, mais dont l'une s'occupe de l'ADN et l'autre s'occupe carrément du patient pour la prévention et le diagnostic de l'affection. Vous êtes aussi praticien hospitalier et virologue. En quoi consiste chacune de ces spécialités? Le praticien hospitalier, c'est un cadre supérieur du système de santé qui évolue dans une structure hospitalière, qui est dans un hôpital. Et la spécificité, pour ce qui me concerne, la virologie, j'étudie les virus. Je suis plus dans le diagnostic biologique des maladies virales, comme récemment, nous avons à travers le monde le virus du chikungunya. Donc, ce sont des virologues qui sont en première ligne pour poser des diagnostics afin de lutter pour l'éradication de ce virus. Donc, grosso modo, un praticien hospitalier, il est fonctionnaire de l'État, évoluant dans un hôpital. Et un virologue, c'est ce praticien hospitalier qui a pour spécialité virologie et qui est basé spécifiquement dans la recherche, le diagnostic des maladies virales. Monsieur Coucou, à Brazzaville, les populations souffrent de plus en plus ces derniers temps de la grippe, parfois très rebelles aux médicaments. Cette situation est-elle due au virus et quelles précautions prendre le cas échéant? Oui, la grippe ou l'épidémie de la grippe que nous constatons actuellement à Brazzaville est l'œuvre des virus. Et généralement, la grippe a pour traitement, n'a pas de traitement spécifique. Si vous allez à l'hôpital et que vous êtes grippé, on vous donnera des traitements symptomatiques. C'est-à-dire, si vous avez des maux de tête, on vous donnera du paracétamol parce que la grippe est causée par un virus et ce virus n'a pas de traitement. La demi-vie ou bien la vie de ce virus, quand vous êtes grippé, ne peut pas dépasser 5 jours. Et comme ce sont des virus qui sont fragiles, qui ne peuvent pas résister à l'environnement, ils se meurent si facilement. Ce que je peux dire pour la population, c'est de respecter les notions d'hygiène et de temps en temps aérer un peu l'espace pour laisser libre champ à la grippe qui ne peut pas résister à l'air libre. Donc ils sont fragiles à la température ambiante. À l'université Marien Ngouabi, plus particulièrement à la faculté des sciences de la santé, où vous êtes enseignant-chercheur en virologie, qu'observez-vous chez les étudiants? Ont-ils la passion de la virologie? Bon, je ne peux pas dire qu'ils ont la passion de la virologie. Je vais soulever un fait. À l'époque, quand nous étions étudiants, on n'avait pas à portée de nous les réseaux sociaux. Aujourd'hui, les étudiants, ils sont plus dans l'éthique et je constate un engouement de leur part sur l'apprentissage. Et il y a certains que je rencontre, il faut rappeler que je suis assistant de virologie. Donc, je viens de commencer les enseignements à la fac. Les étudiants que je rencontre me parlent souvent de virologie. Et vu que la virologie est une science qui est presque en vogue actuellement, et donc les étudiants, ils ont un penchant sur la virologie, ils me posent des questions, certains pensent qu'ils peuvent faire des thèses ou leur mémoire sur des sujets virologiques. Et moi, en tant qu'enseignant-chercheur, avec le concours de mes maîtres à la fac, je ne peux que les encourager, je leur donne des conseils, je leur oriente pour trouver des sujets virologiques parlants, pour aider le pouvoir public, notamment le ministère de la Santé et le ministère de la Recherche scientifique,
pour éradiquer ces phénomènes de virologie et de virus que nous constatons ici et là dans notre pays. C'est une façon pour vous de dire que vous pensez justement que ces étudiants ont de la passion pour la virologie. Ils ont de la passion, mais vous savez, ce sont des étudiants, le parcours est encore long. Il faut juste les booster, leur faire comprendre l'importance des études en virologie et le moment opportun, ils pourront demain, selon leur bonne aloi, décider s'ils vont se pencher sur la virologie. Nous sommes là juste pour éclairer et les motiver à ce que la virologie soit demain une science fondamentale dans notre pays. Monsieur Bissila Koukou, vous êtes donc un vrai passionné des problématiques sanitaires. D'où vous vient cette passion et quels ont été vos modèles, sinon qui est votre modèle? Bon, la passion, je peux dire que ça vient du fond du cœur. Parce que je me rappelle en 2004, quand je viens à Brazzaville après l'obtention de mon baccalauréat à Pointe-Noire, dans mon profond sommeil, j'avais rêvé que j'étais dans un monde sanitaire. J'avais rêvé que j'étais dans un monde sanitaire. C'est là où j'avais décidé d'aller à la faculté de sciences de la santé et aller faire le concours de sciences biomédicales. Parce que ce soir-là, la nuit-là, j'étais dans un laboratoire et je me suis dit, bon, c'est sûr que le bon Dieu, pour nous les croyants, a bien voulu que je reste en contact avec le monde médical. Je vais donc bannir toutes les formations pour me consacrer sur la santé. Les modèles, je peux dire que j'ai eu des modèles. Il y a le feu professeur Yala Fidel, qui était virologue aussi, qui m'a beaucoup inspiré sur la virologie. Il y a plusieurs cadres scientifiques, comme le professeur Éric Leroy, qui est en France, qui m'a aussi beaucoup inspiré sur la virologie et sur le monde sanitaire en général. Monsieur Koukou, dans la pratique sanitaire, les bons et mauvais moments ne manquent pas. Pouvez-vous nous raconter un peu de mots les vôtres? Bon, les bons moments, c'est quand le malade recouvre sa santé. Mais je peux aussi dire que les mauvais moments, nous les partageons beaucoup parce que la santé est un département ou bien un domaine qui récolte parfois de l'ingratitude. En ce sens que vous pouvez vouloir bien guérir ou soigner une patiente ou un patient, mais les aléas de la vie font à ce que la patiente arrive à mourir. Et de là, on vous taxe de tout. Dans les mauvais moments pour moi, c'est quand je perds le patient et que parfois je suis les injures des gardes malades qui ne comprennent pas que parfois ça ne dépend pas de nous. Parce que le professionnel de santé, il a l'obligation des moyens. Il n'a pas l'obligation des résultats. Et c'est ces mauvais moments que parfois nous notons. Je ne voudrais pas m'étaler parce que ça ne sera pas bien pour moi de citer de façon nominative ces faits. Vous avez certainement des êtres très chers qui ne sont plus des nôtres. Si vous étiez demandé de ramener l'un d'eux à la vie, sur qui porterez-vous votre choix et pourquoi? Madame, je vous réponds directement, c'est ma grand-mère. Pourquoi? Parce que je suis né à Pointe-Noire, des parents élèves. Ma mère partait à l'école et me laissait avec cette grand-mère-là. Et j'ai donc lié une amitié profonde avec elle, si bien que la nature qui nous parle a décidé qu'elle parte un jour du 5 novembre, le jour de mon anniversaire. Et à chaque fois que j'arrive à cette date, au lieu que ça soit un moment festif, pour moi c'est un moment de recueillement où je demande toujours le repos de son âme. Et comme je crois à l'immortalité de l'âme, j'ai toujours ce pressentiment que cette grand-mère est toujours là, même au moment où nous tournons cette émission, je pense qu'elle est là avec moi. Et c'est cette personne-là que si j'avais le pouvoir de ramener à la vie, je demanderais à Dieu de ramener ma grand-mère, Elisabeth Bazongila. Vous avez, dans votre parcours, été directeur de l'alimentation scolaire. Que retenez-vous de votre passage à ce poste de responsabilité? Ce poste de responsabilité m'a ouvert encore les yeux parce que, à titre de rappel, c'était à l'occasion de la célébration de la journée africaine de l'alimentation scolaire. Le Congo devait donc abriter la 2e édition et auparavant, avec le programme alimentaire mondial, le Congo avait adopté la politique nationale d'alimentation scolaire.
Il fallait donc nommer un directeur parce que c'était une nouvelle direction. C'est là où le ministre de l'enseignement de l'époque, M. Anatole Koliné-Makosso, actuel Premier ministre, avait pensé donc en 2018 porter son choix sur ma modeste personne. Donc nous arrivons donc dans cette direction comme étant le premier directeur. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec les partenaires techniques et financiers comme le PAM, le PNUD et l'UNICEF. Et c'était une aventure enrichie. Je suis sorti de là beaucoup expérimenté, surtout sur la gestion des hommes, parce qu'il s'est de signaler que cette direction est une direction centrale, donc ça évolue dans une direction générale. Ça a été une belle expérience pour moi. Nous avons eu beaucoup de défis dans l'adoption en Conseil de ministres de la politique nationale d'alimentation scolaire. Et quand nous prenions les rênes, nous étions à 15 000 élèves. Et aujourd'hui, au moment où je vous parle, nous avons atteint près de 50 000 élèves sur toute l'étendue du territoire national, où nous fournissons des repas secs et chauds. C'était une belle expérience pour nous, surtout travailler avec les organismes internationaux qui sont réputés comme étant des gens durs de caractère sur la gestion des finances. Et ça a été une bonne expérience pour nous. Nous avons pu sortir de là aguerris, enrichis et prêts à affronter d'autres challenges. Il faut signaler que vous êtes resté à ce poste une année à 2 ans seulement et vous avez rejoint le Premier ministre, chef du gouvernement, Anatole Koliné-Makosso, où vous êtes conseiller. Pourquoi est-ce le choix du Premier ministre de toujours vous avoir à ses côtés ou c'était de votre propre chef d'initiative de laisser justement ce poste de directeur de l'alimentation scolaire pour rejoindre la primature? J'ai fait 4 ans comme directeur d'alimentation scolaire. Et quand M. Anatole Koliné-Makosso bénéficie donc de la confiance du chef de l'État en le nommant Premier ministre le 21 mai 2021, je ne sais pas quel est le choix, mais je pense que c'est le fruit de notre travail. Nous n'avons ménagé aucun effort pour faire en sorte que le secteur de l'alimentation scolaire puisse rayonner dans ce pays, jusqu'à bénéficier de l'apport du Fonds mondial de l'éducation pendant la période Covid, où nous avons assisté les élèves même en plein confinement. Et c'est même grâce à notre combat sur les cantines scolaires d'une part et l'alimentation scolaire d'autre part, que nous avons vu dans le projet de société du chef de l'État l'inscription de la mise en œuvre de façon effective de la problématique cantine scolaire. Donc, je peux dire que, étant un bon observateur des cadres, il a pensé que j'avais bien travaillé au niveau des cantines scolaires et qu'il fallait que je puisse aller apporter ma modeste contribution au niveau de la primature dans le secteur de la santé, qui est ma spécialité. Je pense que c'est grâce à tout cela, tous ces éléments-là qui ont poussé à ce monsieur de me faire confiance en me nommant conseiller à la primature. Au même moment, vous poursuivez vos études au Congo et au Cameroun, tout en sachant que le calendrier du Premier ministre, chef du gouvernement, est très chargé. Comment justement arrivez-vous à concilier études et travail? La journée a 24 heures. Vous avez 8 heures de sommeil, 8 heures du travail et 8 heures pour autre chose. Pour un homme qui est stable, qui connaît la règle des 24 pouces, je pense qu'il n'y a pas d'entrave sur le calendrier de l'État quand tu veux t'engager pour aller vers d'autres expériences. Et donc j'ai su concilier mes temps perdus pour les remplir au niveau de l'académie et cela ne m'a pas empêché d'aller poursuivre mes études au Cameroun, en commençant par le Congo. Et après, le parcours de l'homme que je sers comme maître m'a beaucoup inspiré parce que lui, il a eu presque le même parcours et ayant bénéficié de la confiance du couple présidentiel. À l'époque, il est conseiller technique, directeur de cabinet de la Première Dame. Il est rentré là-bas avec une licence. Et c'est entre les mains de ce couple-là qu'il a parcouru les universités dans le monde jusqu'à obtenir son doctorat en droit pénal international en 2010. Et voyant que j'avais ce même engouement, il m'a laissé peut-être le champ libre d'aller poursuivre mes études et aujourd'hui je ne suis pas en retard, je suis toujours avec lui et je continue à servir la République à travers lui et je ne peux qu'encourager même certains jeunes
pour leur dire qu'il ne faut jamais abandonner. Parce qu'on dit souvent que tomber n'est pas un échec. L'échec, c'est de rester là où on est tombé. Et moi, je me suis dit, j'avais une licence, je ne pouvais pas rester là, sinon ce serait un échec pour moi. Et j'ai demandé l'approbation de mon chef, il me l'a accordé. Je suis parti faire mes études, tout en conciliant les études à la charge de l'État que j'avais. Vous êtes président d'une association qui porte le nom de Ngoma Tchétché. Nous vous avons vu à travers les images très récemment demander une messe pour Monseigneur Nkunku. Et pourquoi Monseigneur Nkunku? Pourquoi Ngoma Tchétché? Et pourquoi aussi votre association porte ce nom? Mais un peu de mots puisque nous tendons, sinon nous nous acheminons vers la fin de cette émission. Socrate disait: connais-toi toi-même, après tu connaîtras l'univers et les dieux. L'homme a ses origines. Méconnaître ses origines, c'est aller vers la perdition. C'est là où, étant rattaché filialement à Monseigneur Augustin Nkunku, qui est un arrière-grand-père, je me suis dit, je dois me lancer dans une dynamique sociale pour relever le district ou tout bien le village qu'il a eu à créer, qui est Goma. Parce que vous êtes sans ignorer que le département du Poul et Goma Tchétché a subi des frasques de la guerre. Et aujourd'hui, c'est un département qui est presque en retard au regard des autres départements. C'est là où on s'est dit, bon, étant fils du terroir, étant originaire de Goma Tchétché, il faut aller impulser un rythme, un nouveau souffle auprès de ces populations-là, qui voient en vous un exemple de réussite, pour leur formater, leur donner de l'engouement, de la volonté à sortir du joug des conflits armés, afin d'œuvrer pour la paix dans tout le Congo. Et donc le choix de Goma Tchétché, c'est simplement parce que c'est notre localité. Et l'association, c'est Goma Tchétché Telama, qui en français voudrait dire Goma Tchétché lève-toi, parce que ton avenir ne dépend que de toi-même, ton avenir ne dépend que de tes propres efforts, ton avenir, tu es le principal artisan. C'est là où donc nous invitons les jeunes, les adultes de cette localité à communier les efforts pour que demain, Goma Tchétché, comme le Poul avec le reste des autres départements, se lève pour être un avec les aspirations des autorités et conjuguer ensemble la devise que j'aime tant de notre pays, unité, travail, pour aller vers le progrès. Parlez-nous brièvement de votre enfance. Comment elle a été? Avez-vous été un enfant turbulent ou au comportement doux et clément? Né d'une famille catholique pratiquante, mon enfance a été bercée par les outils de la douceur, de l'apaisement et l'éducation que j'ai reçue en étant servant de messe à la paroisse Saint-François d'Assise de Pointe-Noire m'a encore forgé parce que là-dedans, on nous enseignait la piété, la pureté, le courage et le service. Et donc, je suis né et j'ai grandi dans cet environnement d'apaisement, de joie, de bonheur. C'est même ça qui m'a donné le goût du stoïcisme, c'est-à-dire en ce sens que je dois être optimiste, d'où j'ai même créé le concept Congo optimiste que certaines personnes aujourd'hui utilisent et j'en suis très fier pour dire qu'il faut être optimiste pour son pays. Le pays nous a tout donné et nous avons une trilogie qui nous donne même cet optimisme-là. C'est la devise de notre pays. Unité, travail, progrès. C'est-à-dire nous devons cultiver l'unité pour que nous puissions aller dans le travail. Et ce n'est que dans le travail acharné que nous pourrons aller demain au progrès tant cherché. Il n'y a pas un miracle, c'est juste concilier ces trois aspects-là. Unité, travail et progrès, vous allez voir que le pays va se développer. Donc mon enfance a été une enfance stable, innocente, et qui avait presque tout parce que né des parents modestes mais fils uniques, j'ai été chéri. À cœur ouvert, dites-nous, avez-vous des regrets si vous étiez demandé de remonter le temps, sinon de ramener le temps, feriez-vous les mêmes choix, que ce soit en amour ou en famille, dans votre vie de tous les jours, enfin votre quotidien? Est-ce que vous aimeriez changer une période de votre vie? Vous avez des regrets? L'homme est un fruit du cosmos et il subit les effets cosmiques, c'est-à-dire de Dieu. Je suis fier de ma vie. S'il fallait recommencer ou bien
chercher à refaire la vie, j'opterais pour la même vie que j'ai aujourd'hui. Parce que c'est une vie faite de résilience, d'abnégation et de volonté à vouloir réussir. Donc je ne regrette pas ma vie actuelle. S'il faut la revivre, je la revivrai même à 100 reprises, plus de 100 fois. Quel conseil donnez-vous aux jeunes qui pensent que pour réussir, il faut avoir un parrain ou une personne bien positionnée dans la vie? Et est-ce que ça a été votre cas? Parce que, comme vous venez de le dire, vous avez travaillé au ministère de l'enseignement primaire et secondaire avec le Premier ministre Anatole Koleni Makosso. Aujourd'hui aussi, vous êtes à ses côtés à la primature. A-t-il été un booster pour vous? Bon, pour les jeunes, je leur dirais qu'on ne se fait pas seul. Même dans la Bible, pour ceux qui sont croyants, il y a des exemples. On ne se fait pas seul. Le Christ, pour commencer son ministère, il était obligé de passer par Jean-Baptiste, alors que c'est le Fils de Dieu. David, qui est le grand roi, pour devenir roi, il est obligé de passer par Saoul. Donc, on dit souvent, et c'est Karl Marx qui le disait, l'homme est ce qu'il est grâce aux relations qu'il entretient avec les autres. Donc, c'est l'homme qui fait l'homme, mais il faut, au-delà de tout cela, avoir des capacités cognitives, être capable de poser un acte, être capable de réfléchir et être capable d'avoir de la compétence pour que ce parrain, entre guillemets, te prenne sur ses épaules pour que tu puisses voir plus loin. Donc, dans la vie, on a toujours besoin d'une personne qui vous sert de balise parce que seul, on ne se fait pas. À présent, place au témoignage. Il y a plus de 13 ans, 14 ans que j'ai rencontré le docteur Bredin lors de l'élection du bureau exécutif du Conseil national de la jeunesse sous les auspices de l'actuel Premier ministre, ministre de la jeunesse d'alors. Et Bredin, lui, il occupait le poste de secrétaire à la jeunesse travailleuse. Et moi, secrétaire à la Commission nationale de contrôle et d'évaluation. C'est à ce moment-là que j'ai fait la connaissance de cet homme aujourd'hui qui est devenu un ami, un frère, un homme engagé, déterminé et surtout loyal. Bon, Bredin, il est quelqu'un de très réservé. Et d'ailleurs, du fait qu'il soit réservé, et si vous ne l'approchez pas, ou vous ne le connaissez pas de loin, il est perçu comme quelqu'un qui a du zèle. Mais il est quelqu'un de très réservé. C'est un homme qui a beaucoup de qualités, mais aussi qui a ses défauts, parce que la vie humaine est faite ainsi. Il est très dur, il est très franc, il a un franc parler. Le conseil que je lui donnerais, c'est qu'il reste... qu'il demeure un homme engagé, ce qu'il a toujours été. Il a toujours pensé qu'il doit se lever par l'excellence, par le travail mérité. Comme il a l'habitude de dire qu'il ne faisait pas les choses à moitié, qu'il continue à avoir l'amour de sa profession et à être ce qu'il est pour ses amis, pour les cadres aussi, à certains jeunes auxquels il accompagne de façon multiforme pour qu'ils atteignent leurs objectifs, qu'il demeure cet homme-là, en cadre qu'il est devenu aujourd'hui, au service de la société en général et au service de la santé, les meilleures qualités de santé dans notre pays. De retour sur ce plateau, nous venons de suivre le témoignage de M. Mbé Fabus. Quels commentaires faites-vous? Bon, je n'ai pas de commentaires en ce sens que c'est une personne qui me connaît, ça fait déjà 10 ans. Il a parlé avec son cœur, je ne peux que l'accorder ses propos, je n'ai pas de commentaires. Vous souscrivez. À présent, place aux loisirs. Monsieur Bissala Coucou, les goûts et les couleurs ne font objet d'aucune discussion. Dites-nous quelle est votre couleur préférée?
le noir. Très bien. Qui est votre musicien préféré? Je parlerai du groupe musical préféré, Extra Musica. Extra Musica. Quel est votre plat préféré? C'est le bouillon sauvage, hein, une sorte de mélange Nietum africanium qu'on appelle le coco, le poisson salé, le poisson fumé avec un peu de gombo. J'en raffole, je peux le manger à 5 reprises dans la semaine. Le temps qui nous est imparti touche à sa fin. Avez-vous un sujet que nous n'avons pas abordé et que vous souhaitez soulever? Ça sera votre mot de fin d'interview. Bon, Madame la journaliste, je pense qu'on a abordé les sujets qui étaient importants. Le sujet que moi, c'est pas un sujet, mais c'est un message. C'est demander aux Congolais de tout horizon de cultiver l'amour du prochain, la paix, parce que le pays qui nous a tant donné a besoin de nos énergies pour aller vers son émergence. Voilà ce que je pouvais dire, mais ce n'est pas un sujet que nous avons oublié. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. C'est moi qui vous remercie, madame. Tout est bien qui finit bien. Vous l'avez compris, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Merci à Valentin Oko, directeur de la presse présidentielle. Merci à André Ondele, directeur général de la télévision nationale congolaise. Merci à toute l'équipe technique de l'émission Portrait sous la supervision d'Aline France et Tokabeka. Merci aussi à vous de nous avoir suivis. S'il plaît à Dieu, je vous donne rendez-vous dimanche prochain, 19h pile, pour découvrir un nouveau profil. D'ici là, prenez soin de vous et bonne suite de programme sur la chaîne nationale.